Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné d'Antoine. Bon matin, Antoine. Antoine n'a pas de micro ce matin, donc il ne peut pas vous dire bon matin. Bon matin de loin. Bon matin de loin. Antoine, aujourd'hui, nous allons recevoir Bachir Ben Sadek afin de parler de Ma fille, tu seras libre. Et en ouverture d'émission, nous sommes avec Sophie Bédard-Marcotte. Bonjour Sophie. Allô, très heureuse d'être de retour ici. Ben oui, hein? Et j'ai perdu de vue le paysage. On disait, LA Time 2019-2020. Ouais, LA Time, c'est sorti juste avant la pandémie. Avant la pandémie. En 2020, ouais, début 2020. Avec J'ai perdu de vue le paysage, Sophie, tu poursuis une démarche très singulière, amorcée dès tes premiers films, bien sûr dans LA Time, Claire l'hiver, mais ce nouveau film marque un léger déplacement. Hein? Cette fois, tu souhaites tourner ta caméra vers l'autre. Hein? Entre autres, tu suis le travail du dramaturge Gabriel Charlebois-Plante, engagé dans un projet inspiré du mythe de Sisyphe. Mais fidèle un peu à ton cinéma, la frontière entre sujet et cinéaste se brouille assez rapidement. Et le film bifurque, hésite, recommence jusqu'à devenir le récit même de cette perte de repère, un peu comme le mythe de Sisyphe. Exact. Pourquoi avoir choisi de tourner la caméra vers l'autre? T'es attardé de parler de toi-même? Ouais. Tu passes à autre chose? Oui, c'était une volonté d'aller ailleurs, une volonté, comme un instinct aussi de juste aller de tourner ma caméra vers l'autre, là, de me détacher un peu de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, puis de filmer un créateur dans lequel je me reconnaissais aussi, tu sais. Puis voilà. Donc, c'était un petit peu ça le point de départ, mais évidemment... Bon, ça a évolué en cours de route. Ça a évolué en cours de route. Donc, Gabriel Charlebois-Plante, tu connaissais son travail? Je connaissais son travail. Après, je n'étais jamais allée le voir en répétition. OK. Donc moi, j'avais l'idée de ses pièces de théâtre que j'adorais, de son travail, de sa personnalité aussi. Je savais qu'il allait être un bon sujet documentaire. Pour moi, ça, c'était évident. Puis, je savais que dans ce projet auquel j'allais m'intéresser, il y avait le mythe de Sisyphe. Oui. Et donc, je savais que je pouvais, peu importe ce qui allait arriver dans les répétitions, dans les années à venir, je savais qu'il allait avoir le mythe de Sisyphe auquel j'allais toujours pouvoir me raccrocher en tant que réalisatrice, scénariste. Fait que, il y avait ça qui me sécurisait beaucoup, malgré le fait que j'avais aucune idée de où j'allais arriver là, avec ce film-là. Ouais. Parce que ça, tu le mentionnes régulièrement, que tu veux préserver une manière de filmer, avec énormément de liberté, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux imprévus et finalement de les intégrer dans ton travail. Ce qui était déjà le cas avec tes anciens films. Oui, mais après, dans mes anciens films, il y avait... dans LA Time, par exemple, il y avait quand même un scénario assez précis, tu sais, pour du documentaire. Puis, justement, vers la fin, bon, pour ceux qui l'ont vu, vers la fin, il y avait comme le fantôme de Chantal Akerman qui arrivait, qui donnait un conseil depuis l'au-delà, qui disait justement qu'elle, quand elle part faire ses documentaires, elle part sans idée, puis qu'elle écoute un peu ce qu'elle filme, puis je trouvais ça vraiment beau. Puis c'était pas exactement comme ça que j'avais créé LA Time. Puis là, j'avais envie pour ce nouveau film-ci de, justement, moi aussi, faire confiance aux événements, puis me lancer. Donc, voilà. Mais ça, c'est intéressant parce que de faire confiance aux imprévus, c'est de se faire confiance soi-même. Ouais. Dans un certain sens, parce que même, comme tu le mentionnais, tu es dans LA Time, il y avait, une démarche documentaire, un peu scénarisée, où là, tu cadres, je donne un peu ton sujet, tu dis, j'ai cette borne, je peux me rattacher à cette borne, je peux me rattacher à cette borne, puis je peux déjà percevoir un certain montage ou une logique narrative. Alors que là, en se disant, j'ai plus de scénario, j'ai un sujet,
je sais pas où il s'en va. Ouais. C'est vraiment se faire confiance à soi-même à ce moment-là. Ou faire confiance au cinéma. Ouais, faire confiance au cinéma. Tu sais, j'avais des éléments dans le sens, je partais pas complètement de rien. J'avais comme des éléments que je savais qui m'intéressaient. Il y avait toutes les... Ce que Gab appelait déjà des activités dramaturgiques, qui a l'air d'être une chose en théâtre qui se peut, là, où tu as l'idée d'un sujet, puis là, tu vas faire de la recherche un peu tout autour. Tu sais, comme lui, je savais qu'il voulait aller sur la Côte-Nord voir des roches. Puis je trouvais ça extraordinaire comme idée. Je veux dire, c'est quand même loin du processus d'écriture en cinéma, je trouve, personnellement. Puis il voulait juste observer des roches puis voir quelle idée émergeait pour sa pièce de théâtre. Puis j'étais comme, bon, ça, c'est très intéressant. Puis à partir de... c'est très intéressant, puis c'est drôle aussi. Puis à partir de cette idée d'activité dramaturgique, je me suis dit, c'est un excellent terrain de jeu pour mettre en scène aussi, parce que à partir du moment que ça fait partie de son processus créatif, moi, je peux en inventer aussi des activités dramaturgiques pour aider le film, justement, à arriver à bon port. Donc, même si j'avais pas d'idée précise de qu'est-ce que le film allait être, j'avais des éléments, tu sais, qui me permettaient de structurer une idée, puis auxquels je savais que j'allais pouvoir me rattacher. Fait que c'est un peu... c'est partir sans idée, mais avec des éléments scénaristiques quand même. Mais le mythe de Sisyphe t'aide énormément, parce que, en fait, là, juste pour les gens qui n'ont jamais entendu parler du mythe de Sisyphe, c'est un personnage, bien sûr, dans la mythologie grecque, qui a été condamné par les dieux à pousser un rocher éternellement en haut d'une montagne seulement pour le voir retomber chaque fois, symbolisant la futilité, la nature répétitive et désespérante. Là, je prends tous des mots. C'est moi qui m'en c'est ça. C'est la narration. J'aurais dû te demander. Et de l'effort humain qui est voué à l'échec et à la répétition perpétuelle et inévitablement à la mort. Mais déjà là, je veux dire, ce mythe, d'un point de vue cinématographique, il est, je veux dire, extrêmement... riche au niveau dramaturgique. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut ramener à Sisyphe, dans le sens que... En fait, on travaille, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis c'était, moi, l'idée à la fin de tout ça, j'ai réalisé que Sisyphe, c'est être dans le mouvement aussi, puis c'est accepter que le sens se crée en avançant. Puis c'était un peu ça, c'était un peu comme, OK... comment toujours continuer malgré tout, puis comment faire confiance qu'il va y avoir un sens qui va se créer en avançant. Là, c'est un peu abstrait, là, ce que je dis là, mais ce que je voulais dire, c'est que en salle de montage, avec Myriam Magasuba, la monteuse, du moment que, tu sais, pendant la période de montage, on réalisait que tout était Sisyphe, en fait. Tu sais, on peut parler de n'importe quoi dans nos vies, il y a un petit lien avec Sisyphe. Est-ce que c'est avec Myriam... devant tout le travail que tu avais filmé, les roches, que vous avez décidé de faire en sorte que ce film-là devienne 16 tableaux? Ça a été vraiment un processus, parce que Myriam, c'était la première fois que je collaborais avec elle, puis au départ, bon, j'y avais dit... Voici un film qui s'intéresse à une pièce de théâtre, puis je l'ai vraiment présenté sous cet angle-là. Puis... on visionnait les roches ensemble, puis, tu sais, Myriam a essayé d'apprendre qu'est-ce qui m'intéressait dans chacun des plans. Fait qu'on elle me posait beaucoup la question de comme, OK, dans ce plan-ci, qu'est-ce qui t'intéresse? Puis là, j'avais un grand vertige parce que je savais plus exactement. Même si j'avais des points de départ, puis j'avais des éléments que j'avais en tête pour arriver à bon port, une fois qu'on regardait le matériel, qui allait quand même dans beaucoup de directions, je veux dire, on a filmé des répétitions avec les acteurs. On a aussi j'ai filmé Gabriel, qui écrit des demandes de subvention, qui écrit dans sa chambre, bon, il y avait aussi des activités dramaturgiques. On est allé en Islande, on l'a filmé dans des grands paysages absurdes, tu sais. Mais là, comment remettre tout ça ensemble? Il y avait un grand vertige. Il y avait l'idée des répétitions, mais je me disais à ce moment-là, peut-être que le film se répète une fois, peut-être qu'il recommence une fois, tu sais, ou deux fois, tu sais. Là, on était un petit peu perdus, là. Puis, il y a un moment d'arrêt, une pause de tournage,
Pendant laquelle? C'était pas... Non, la pandémie, en fait, c'était depuis le début. On a vraiment commencé le film pendant la pandémie. On ne l'a pas mentionné, mais c'est toute une aventure. Non? Oui, c'est un bon 4 ans de tournage. Là. Puis pendant une petite pause, parce qu'on n'a pas monté d'un seul coup, on a pris des pauses ici et là. Puis pendant une pause, juste avant de reprendre pour le stretch final de montage, là, où il fallait vraiment que ça se passe, là, tu sais, je suis tombée vraiment par hasard sur un essai littéraire d'une autrice que je connaissais même pas, qui est fantastique, qui s'appelle Janet Malcolm, qui, elle, dans cet essai-là, c'est un court essai, qui essaye de, présenter un peintre américain. Puis elle se reprend plusieurs fois. Puis j'étais comme, tiens, l'idée la répétition. Puis des recommencements. Genre, je recommence à vous présenter cette personne-là. Puis c'était vraiment... J'ai adoré cet essai. Je l'ai envoyé à Myriam et je l'ai tout de suite oublié. Je l'ai complètement oublié. Puis c'est quand on s'est retrouvés pour faire le montage final. C'est comme le dernier stretch. Je pense qu'il nous restait 3 mois, mais quand même... fallait tout trouver là, en 3 mois aussi, même si on avait déjà visionné pas mal tout le matériel. Il fallait que tout ça fasse du sens ensemble. Puis c'est elle qui est revenue avec cet essai-là que je lui avais envoyé, puis qui était comme, on essaye. On essaye de faire vraiment plusieurs recommencements. Mais là, ça a été le début d'un grand casse-tête parce que la littérature, le cinéma, c'est tellement différent. Puis là, comment recommencer alors que le film continue d'avancer. Tu sais, on avait beaucoup de post-it là, sur lesquels on écrivait nos petites règles de montage, là, tu sais, puis il y en a un qui est resté jusqu'à la fin, qui était « En cours de route, je recommence ». Et donc, c'est comme s'il fallait réussir que le film évolue, puis que l'histoire évolue, tout en recommençant. C'est ça. Fait que c'était... Mais je trouve que l'idée des 16 tableaux te permet d'introduire la notion de durée. Parce que il y a plusieurs sujets, disons, dans le film. Hein? Ouais. Bien sûr, tu as Gabrielle, son projet. Inévitablement, tu as toi qui ne veux pas se mettre en scène, mais qui est quand même toujours présente, inévitablement. Il y a les aléas de la vie, à savoir la pandémie. Donc, on te retrouve avec un amalgame de sujets. Ton côté pince sans rire qui vient s'introduire dans tout ça. Et comment réussir à tout introduire, puis donner un sens à ces multiples sujets. Pour moi, finalement, et dans la durée, les tableaux, je veux dire, il y a peut-être d'autres formes, mais là, deviennent comme la forme qui m'apparaît en tout cas la plus juste. Oui, j'ai l'impression que c'était comme un pari risqué, parce que en essayant cette forme-là, tu sais, moi, j'avais plein d'influences là, pendant le montage, puis plein de cinéastes qui m'intéressaient, puis que j'allais revoir leurs films, puis tout ça, mais j'en trouvais pas des films qui jouaient autant avec les recommencements, autant que ça. Tu sais, j'avais entre autres un film de Hong Sang-soo qui recommence en plein milieu du film. Là, j'ai oublié le nom, là, je mélange un peu ces films, des fois, il y en a tellement, mais l'histoire, c'est une histoire d'amour, évidemment, puis là, elle se déroule une fois, puis en plein milieu du film, elle recommence, mais il y a des éléments clés qui changent, puis ça change toute l'histoire, en tout cas. Tu sais, ça dit quelque chose. Oui, je l'ai vu, mais moi aussi, j'essaie de retrouver le titre. Oui, c'est comme Mission Impossible. Mais c'est ça. Fait que là, attends, je suis perdue. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. J'avais jamais vraiment vu autant de recommencements dans un même film. Fait que j'étais comme, est-ce que ça se peut? Puis au final, ça faisait comme si mon personnage, entre guillemets, cherche comment commencer, comment raconter cette histoire qui n'arrête pas de lui échapper, en fait. Puis ça, j'avais l'impression que ça pouvait parler aux spectateurs, qu'ils soient artistes ou non. En tout cas, c'était mon espoir, là, tu sais, parce qu'on essaye tous d'être un peu en contrôle de nos vies, tu sais, puis c'est très difficile. Il y a tellement de choses qui nous échappent, puis qu'on aimerait mieux contrôler, qu'on doit juste s'abandonner à ce qui arrive, là, puis ce qui nous dépasse, ouais. Et dans ce que j'appelle la recette Sophie Bédard-Marcotte. Mon Dieu, est-ce que ça existe? Ah, puis il y en a une recette. Quand
quand on a vu Claire Liver ou Ellie Time, bien sûr, c'est l'omniprésente. C'est le questionnement sur la création à travers un personnage autre puis qui devient un peu ton double, et ainsi de suite. Okay? Mais il y avait toujours cette confiance en ton sujet. Et là, dans la recette Sophie Bédard-Marcotte, c'est rajouté un élément, la voix off. La narration. Oui. Et pour moi, ça, dans la répétition, dans la recherche du mot, ça devient intéressant parce que, on ne veut pas tout dire, mais dans le cas du projet de Gabriel, au départ, on ne devait pas parler. C'était les roches qui étaient le sujet du film. Ouais. Un peu comme toi, tu avais comme Gabriel comme sujet du film. Puis là, tout d'un coup, il s'aperçoit que face à son sujet, il faut qu'il rajoute des mots. Et là, c'est intéressant parce que là, je voyais même des rapprochements entre l'exploration de Gabriel et ta propre exploration à toi en disant, face à un sujet semblable, j'ai pas le choix. Je dois moi-même, finalement, trouver le mot juste et rendre le tout cohérent. Oui, j'avais pas pensé niaiseux, j'avais pas pensé au lien entre lui qui finalement rajoute des mots, puis moi, que c'est la première fois aussi que je rajoute des mots. Mais la narration, moi, c'est quelque chose que je pensais pas utiliser dans ma vie, là, parce que moi non plus, je pensais pas que tu pour l'utiliser. C'est ça, fait que avec Myriam, encore une fois, je me souviens que c'était des conversations en début de projet, puis j'étais comme non, je sais pas là que je m'en vais, puis tout ça, mais je sais plus comment c'est arrivé, mais quand j'ai compris que ça pouvait être un jeu aussi, la narration, pourtant, j'aurais dû y penser, parce que, je veux dire, on en a ici des gens tu sais, mettons, Robert Morin qui joue avec... Mais je sais pas, c'était pas dans mon langage, je voyais pas comment je pouvais avoir de la narration, puis finalement, quand je me suis rendu compte que je pouvais vraiment... ça pouvait participer au jeu, entre guillemets, du film... là, c'était vraiment le fun. Après, j'ai vraiment trouvé quelque chose là qui, moi, comme créatrice, c'était comme un outil comme extraordinaire, tu sais, avec lequel je peux travailler puis qui rajoute quelque chose d'autre. Je dis pas que j'utiliserais ça tout le temps, mais c'est ça. J'ai envie de continuer d'explorer ça, c'est sûr. Parce qu'il y avait j'appelle le côté pince sans rire chez toi, qui se transposait beaucoup par les images, par les lieux, parfois anachroniques. Alors que là, je veux dire, ce côté pince sans rire, il est un peu présent là, dans la manière que vous filmez ou les lieux où vous allez. Je pense en tout cas ces gères qui explosent constamment. Mais on dirait qu'il prend encore plus d'importance avec la narration. Et cette façon de se détacher de ton sujet, mais à la fois d'être attaché à lui. Là, il y a comme une petite distance où j'essaye à travers la narration, j'essaye de comme mettre à distance justement, puis de présenter ça comme le film, comme si c'était un exercice sérieux, tu sais, puis qui évidemment, c'est pas ça. Donc, il y a comme tu sais, puis la narration aussi, on l'a vraiment travaillé pendant le montage. C'est pas comme on l'a pas écrit, puis après, en studio de mix, là, tu sais, comme ça se passe souvent, on l'a enregistré. C'était vraiment, on l'utilisait comme des rushs, comme des images, tu sais. C'était vraiment un matériel avec lequel on travaillait à l'étape du montage. Fait que le film était terminé ou à peu près le montage, ou vous étiez vraiment là en il se construisait. Oui, il se construisait. La narration se construisait pendant que le film se construisait. C'était vraiment simultané, là, tu sais, comme travail, parce que c'était comme... on pouvait pas monter les images puis après mettre la narration. C'est vraiment... fallait que ça se passe en même temps, ensemble. Puis, parce que un répondait... Tu sais, il y a vraiment... c'est ça, puis il y a quand même des petites blagues, là, tu sais, entre ce qui est dit puis ce qui est vu, ce qui est montré. Fait qu'il y a quand même... Moi, je trouve qu'il y a vraiment un humour de montage, là, aussi, que Myriam apporte. Fait que... mais c'était... Mon Dieu, que travailler avec la narration, c'est une autre... c'est une autre dimension de travail, de montage, là. C'est très exigeant. C'est vraiment quelque chose. C'est difficile d'expliquer à la radio quand on n'a pas d'image. Parce qu'effectivement, les mots reviennent. Souvent, tu reprends la fin
d'un chapitre tableau et en le revisitant, en y ajoutant une information ou une autre, puis on revient sur des mêmes images. Entre autres, Gabriel et son auto. Et son auto, ça c'est... C'était... Ouais, à travers le film, c'est... Sa vie était dure. Hein? Mécaniquement, ça n'a pas été facile. Mais ça, c'était vraiment la métaphore Sisyphe la plus facile. Oui. Quoi que la pierre aussi, oui. à certains moments. Il y a... Ça paraît pas beaucoup dans ton film parce que le sujet est près de toi. Hein? On l'a pas mentionné, mais ça donne que tu demeures dans la même coop que Gabriel. Ouais. Tu le mentionnes dès le départ. Toi, tu es au 6e étage, lui est au 3e étage. Puis, par la narration, on a l'impression que c'est ton film au complet, que tu portes même la caméra, mais dans les faits, c'est pas toi qui es à la caméra. Il y a quelques images qui viennent de toi. Il y a des images également d'Isabelle, hein, ta complice de tous les temps. C'est ça, Isabelle Stachenko qui a fait les plus... J'aime dire qu'elle a fait les plus belles images parce que c'est la vérité, mais dans le fond, tu sais, j'avais une caméra chez moi pour tourner les images plus quotidiennes de Gabriel qui fait ses demandes de sub, qui écrit dans sa cuisine sombre, tu sais, toutes les choses qui étaient comme dans la coopérative d'habitation, la réalité de voisins, Gabriel qui répare son auto, tout ça. Donc ça, c'était moi qui filmais d'une façon plus immédiate, sans équipe, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que c'est pas, je me prétends pas du tout directrice photo, là. C'est vraiment quelque chose que je fais quand j'ai pas le choix. Mais pour les gens qui vont voir le film, toi-même tu le dis, tes cadres sont pas beaux. Non, c'est ça, c'est juste, c'est comme garde. On le voit à l'écran. Ouais, c'est ça. Puis par contre, là, tout le travail de répétition avec les acteurs, ça c'était un peu comme le film dans le film. Et c'est Isabelle qui était là pour ça, puis une chance qu'elle était là parce que, tu sais, comme son regard est tellement précieux, puis c'est dur pour moi de travailler sans elle, tu sais, parce que il manque toute une partie à mon cerveau quand elle n'est pas là, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'il y a aussi les images en Islande qui ont été tournées avec Isabelle. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. Puis c'est ça, fait qu'il y avait comme le côté plus mis en scène qui était tourné avec elle, puis le côté travail d'acteur, puis travail en salle de répétition, que là, Isabelle était là. Fait que c'est un peu deux langages, tu sais. Mais je trouve que c'est important parce que la manière, je sais pas quelle indication que tu as donnée à Isabelle, mais il y a aussi une recherche du sens par les images. Oui, tu accueilles les images de la réalité, mais la façon dont la caméra est placée, on est toujours en train de se demander si la caméra ne cherche pas aussi un sens à la démarche de Gabriel, puis un peu à la tienne également. Ouais. C'est important. Qu'est-ce que tu as mentionné, Isabelle? Tu dis, tu cherches avec moi. Oui, ben, tu sais, Isabelle, ça fait comme 3 films qu'on fait ensemble, exactement. Fait on commence à, tu sais, on se connaît vraiment bien. Puis, tu sais, je l'ai amenée en répétition, puis moi-même, je savais pas trop ce que j'allais trouver là. Fait qu'on était comme tout comme avec Simon aussi qui fait la prise de son, on était comme tout à la même place, puis il y avait un grand respect de cette fragilité-là, tu sais, parce qu'on savait pas ce qu'on allait trouver. Puis moi, quand j'ai vu les répétitions de Gabriel, j'étais comme, comment je fais un film avec ça? Comment je gère le temps, parce que le temps en théâtre et le temps en cinéma, c'est pas du tout la même affaire. Puis moi, j'avais vraiment à cœur de pas faire... Tu sais, je savais pas exactement où on s'en allait, mais je savais exactement où je voulais pas aller. Puis là, où je voulais pas aller, c'était le making-of d'une pièce. Tu sais, c'était pas ça du tout, là, tu sais. Fait que oui, il y avait l'aspect recherche, puis Isabelle, elle a complètement embarqué là-dedans. Puis c'est sûr que la caméra cherche un peu où est le point... d'intérêt de ce moment de répétition-ci qu'on est en train de filmer, tu sais, c'est ça. Non, puis c'est pas facile parce que j'ai noté, je sais pas si le terme est exact, tu parlais de fragilité, je pense que oui, il y a une fragilité du regard, mais j'avais noté la mise en scène de l'incertitude. Ah, ouais. Parce qu'il y a un petit peu ça qui revient toujours dans le travail de cette caméra qui est à la recherche, qui parfois a peur, parfois que s'approche, parfois que se recule, et qui est vraiment là au même rythme
que le film, là, Antoine me disait qu'il nous restait 2 minutes, non, peut-être un peu plus, mais c'est pas grave. Wow, ça passe vite. Ça passe vite. Je vais parler de la bande sonore. Oui, ben oui. Et c'est... parce que je l'ai vu 2 fois. Hein, et je l'ai vu sur un écran normal, ordinateur, un assez bon écran. Mais, et là, je l'ai vu en salle. Et ce qui m'a énormément frappé quand j'étais le voir en salle, c'est vrai que c'était à l'ONF, dans des conditions, je veux dire, parfaites. Hein? C'est tout ce travail sur la bande sonore, à quel point il est important. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'importance dans J'ai perdu la vue du paysage que dans tes autres films. Où tu sais, il y a comme, dès le départ, je veux dire, quelque chose de presque lunatique, je sais pas, dans le travail de la bande sonore, et qui rajoute, je veux dire, à la fois cette distance qu'on a par rapport au sujet, mais qui s'inscrit parfaitement, je veux dire, dans ton univers. Mais tu sais, là, on n'en a pas... Oui, on en a parlé, mais je veux dire, j'ai eu la chance avec ce film-là de travailler avec des collaborateurs vraiment extraordinaire, tu sais. Puis des fois l'ONF. Hein? Oui, des fois l'ONF. Puis pas que mes autres films étaient aussi avec des collaborateurs extraordinaires, mais là, il y avait comme un temps, puis des moyens que l'ONF me permettait aussi qui sont très précieux, tu sais. Puis, mettons, Christophe Lamarche-Ledoux à la musique, qui a fait une job dont je suis tellement contente, puis ça a été beaucoup de travail d'aller-retour, de tests, de recherche aussi, puis je suis vraiment contente parce qu'il fallait trouver comme juste le petit équilibre là, entre drôle, sérieux, profond, léger, tu sais, puis je trouve en tout cas, je suis vraiment contente de ce qu'il a proposé au final, puis ce qu'on est arrivé à faire, ce qui est arrivé à faire à la fin, puis même chose avec la conception sonore, là, tu sais, je veux dire, puis le mix, puis je suis juste tellement contente de ces collaborateurs-là, tu sais, avec qui j'ai pu travailler, là. Non, c'est un film qu'on doit regarder, je veux dire, avec un certain apaisement. C'est ce qui est beau dans ton film. On prend le temps à travers la répétition, les différents clins d'œil. Ça, on n'a pas parlé parce qu'il ne laisse pas beaucoup de temps puis il est avec de me couper. Oui, c'est ça. Bon, Antoine, mais tu sais, la cartomancienne, c'est génial. Mais ça introduit toujours tous les éléments du film. Parce que la vie devient plus importante. En fait, prend le dessus même sur le film. Et là, on voit des correspondances que tu parles de changement de paradigme dans tes propos, puis finalement, quand on est un peu attentif, on s'aperçoit que même ces changements de paradigme viennent par être l'objet du film. Donc, il y a vraiment une harmonie entre à la fois le travail de narration, les images, le son... Puis le réel. Et le réel. Et c'est un film de Sophie Bédard-Marcotte. Tu fais toujours la même chose. Oui, c'est ça. Mais moi, je revendique que c'est correct de... La vie... Non, je sais, mais la vie, c'est tellement court. Fait que, tu sais, c'est dur de faire toujours quelque chose de différent, là. On est ce qu'on est, tu sais. Tu as vu, hein, qu'Antoine il reste 0 secondes. Donc, on vous rappelle que le film a pris l'affiche hier, bien sûr. Ce soir, Sophie, tu es à la Cinémathèque québécoise à 19h30 pour un Q&A. Demain au cinéma Beaubien, cinéma moderne, cinéma du quartier. Il faut aller voir ton film. Bravo. Merci. Puis j'espère que le prochain ne sera pas dans 6 ans. Dans 6 ans. J'espère qu'on se revoit avant 6 ans. Il faut se revoir avant 6 ans. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Merci. Sophie Bédard-Marcotte. J'ai perdu de vue le paysage, qui est un très, très beau titre. Merci.